L'affiche dans la vitrine de l'imprimeur à Marlborough commençait par le mot précieux. Elle était datée du 4 décembre 1815. C'était le catalogue d'une précieuse collection de livres. La propriété d'un noble, retiré d'Oakwend, dans le comté de Wilts. Elle devait être vendue de gré à gré à la maison de M. Rackham, libraire à Holborn. Ramila Penton la lut à travers la vitre, dans la dernière lueur du jour. Le bas de la vitre était embué, là où le garçon de l'imprimeur soufflait pour voir la rue. Elle dut donc se pencher un peu. En se penchant, sa capuche tomba en arrière, et la neige fondue lui glissa dans le cou. Elle la lut 2 fois, puis elle lut les plus petits caractères, la partie que personne ne prend le temps de lire. C'était la liste du contenu du 4e et dernier lot. Des ouvrages de théologie, des récits de voyage, des histoires de comté. Et puis une ligne lui coupa le souffle, aussi nettement qu'une main posée sur sa bouche. 11 volumes, uniformes, reliés en cuir de Russie avec les armoiries. Elle connaissait ces 11 livres. Elle ne les avait jamais vus de sa vie. Elle les connaissait comme on reconnaît une voix à travers un mur. Son père lui en avait parlé quand elle avait 9 ans. C'était dans l'atelier, derrière la boutique de Kingsbury Street. Il avait les mains dans la presse. Sa voix continuait, comme elle le faisait quand il ne pensait pas à ce qu'il disait. 11 livres en cuir de Russie, les armoiries d'un duc sur les plats. Il avait 14 ans, et il avait aidé à les fabriquer. Et en 40 ans, il n'avait jamais accepté un autre travail d'une grande maison. Il ne voulait pas dire pourquoi. Elle avait demandé. Elle avait demandé à 9 ans, à 13 ans, et à 20 ans, la dernière nuit, quand il était trop fatigué pour tenir une cuillère et que c'était elle qui la tenait pour lui. Il avait tourné la tête sur l'oreiller. Il l'avait regardée avec tout le poids de sa vie sur le visage. Je les ai collés. C'est tout ce que j'ai fait, comme on me l'a dit, avait-il répondu. Il mourut en mars 1813. Il lui laissa ses outils, ses dettes et ses mains. Les dettes emportèrent la boutique. Les outils, elle les portait avec elle. Ses mains étaient le seul héritage qui ait jamais eu de la valeur. Et en ce mois de décembre, elle n'avait pas tenu un plioir depuis 10 semaines. Ramila se tenait dans la neige fondue et laissait le papier lui dire où allaient les livres. Pas où ils étaient, où ils allaient. Une maison ne vend pas 11 livres en cuir de Russie parce qu'elle range ses étagères. Elle les vend parce que quelque chose ne va pas à la racine. Et la racine est invisible. Tout ce que l'on voit, ce sont les feuilles qui tombent. Elle avait 5 shillings et une lettre pliée dans sa poche. La lettre venait d'un papetier de Devizes qui cherchait une femme pour le cousoir. Il avait été désolé, très désolé, de constater que la place était prise quand elle était arrivée à pied. Il lui donna du pain et lui dit qu'il n'y avait rien à Chippenham non plus. Elle ne lui avait pas dit qu'elle était sur les routes depuis la Saint-Michel. Elle se détourna de la vitrine et remonta la rue. Elle alla jusqu'à la cour du château, où se tenaient les transporteurs. Elle demanda au premier homme qu'elle trouva s'il connaissait une maison appelée Oakwend. Il la connaissait. Il cracha, réfléchit, et la connut encore mieux. Le pays de la craie, après Elverton. En haut de la colline, là où la route devient mauvaise. Une demi-journée si vous marchez et que le temps est clément. Il regarda le ciel, qui n'était pas clément. Il n'y a rien là-bas, ma bonne dame. La famille est partie. Il y a une vieille femme, un vieil homme et une flopée de pièces vides. Il y a une bibliothèque. Le transporteur en rit. Sans méchanceté, de la façon dont les hommes rient d'une chose dont ils ne peuvent se servir. Il y a un trou dans le toit de l'aile ouest, dit-il. Voilà ce qu'il y a. Ramila le remercia. Elle resta un instant dans la cour, entourée de l'odeur de cheval mouillé et de fumée froide. Et c'est là qu'elle prit la première des 3 décisions qui changèrent le cours de sa vie. Elle l'a pris en environ 4 secondes. C'est ainsi que de telles décisions sont généralement prises. Elle allait voir les livres avant qu'ils ne partent. C'était vrai. Mais ce n'était pas la raison. La raison, c'est qu'elle n'avait nulle part où aller. Et une personne qui n'a nulle part où aller marchera vers le seul nom au monde qui porte l'empreinte des mains de son père. Cette nuit-là, elle dormit dans la paille d'une dépendance au-dessus de Mildenhall. Son rouleau d'outils lui servait d'oreiller. Elle l'avait déjà fait. On met ses bottes dans son manteau pour qu'elles ne gèlent pas. On dort par intermittence et on se lève avant que les chiens ne soient lâchés. Elle arriva sur la colline vers midi, le 5 décembre. Le pays de la craie en hiver est un grand animal pâle, couché. Il n'y a pas de haies à proprement parler. Il n'y a que les longs dos des champs. Et le vent qui souffle dessus,
sans aucun obstacle. Et ça et là, un bouquet de hêtres sur un tumulus, comme des cheveux sur une tête. Le ciel avait la couleur de l'eau de vaisselle. La neige fondue s'était transformée en une pluie fine. Elle ne semblait tomber de nulle part en particulier. Elle vit les toits d'Oakwind bien avant de les atteindre, car il n'y avait rien pour les cacher. C'était une grande maison, construite pour être vue de la route. Une longue façade grise de 9 travées. Une cour devant, des écuries à l'est, et un mur de parc qui s'étendait des deux côtés, le mortier s'effritant. Même à cette distance, une personne qui s'y connaissait en entretien de maison pouvait en deviner l'état. La moitié des cheminées étaient froides. Pas la plupart, la moitié. C'est le genre de calcul qui vous dit qu'une famille s'est installée dans un coin de sa propre maison et a fermé le reste. Et à l'extrémité ouest, là où le toit recouvrait ce qui ne pouvait être qu'une longue pièce, il y avait un trou dans le plomb de la taille d'une charrette. Elle se tint sur la route, la pluie sur le visage, et regarda ce trou un long moment. « Oh » dit-elle à voix haute, « à personne. Oh, mes pauvres !» Elle ne parlait pas de la famille. La loge du portail était vide. Il y avait un nid d'oiseaux dans le support de la lanterne. Elle remonta l'allée où l'herbe avait poussé, et elle n'alla pas vers l'entrée principale. De sa vie, elle n'était jamais allée à l'entrée principale de quoi que ce soit. Elle fit le tour par l'est, passa sous l'arche des écuries. Un cheval gris et maigre passa la tête par-dessus une porte. Il la regarda passer avec un léger intérêt, et elle arriva dans la cour de la cuisine. Là, une seule cheminée fumait. C'était toute la vie d'Oakwind, en ce mois de décembre 1815. Une seule cheminée à l'arrière, dont la fumée montait droit dans l'air humide. Elle se tint devant la porte de la cuisine et se força à respirer 2 fois avant de frapper. Elle savait exactement de quoi elle avait l'air. Ses bottes étaient percées sur le côté et avaient été réparées avec du fil poissé. Sa cape avait appartenu à sa mère et avait la couleur que toutes les capes finissent par prendre. Ses mains étaient propres. Elle les avait lavées dans un abreuvoir à chevaux ce matin-là. Elle les avait séchées à l'intérieur de ses manches. Et ses mains étaient la seule partie d'elle qui valait quelque chose. Elle frappa. L'attente fut longue. Quand la porte s'ouvrit, elle s'entr'ouvrit sur une chaîne. Cela lui en disait long sur les dernières années de cette maison. Un visage la dévisagea, à peu près à la hauteur de son épaule. Une vieille femme, 65 ans environ. Vêtue d'une robe noire rembourrée et d'un tablier propre. Elle avait le genre de mâchoire qui a passé 30 ans à dire non aux marchands. « Nous ne voulons rien », dit la vieille femme. « Non, madame, il n'y a pas de place ici. Il n'y a pas de place ici pour un palefrenier, une servante ou un jardinier. Et il n'y en a pas eu depuis 6 ans. Alors si vous êtes venu d'Elverton sur la parole de quelqu'un, on vous a menti. Personne ne m'a envoyé, dit Ramila. Les yeux de la vieille femme la parcoururent, de la capuche aux bottes réparées. Quelque chose changea très légèrement dans son regard. Ce n'était pas de l'attendrissement, c'était de la reconnaissance. Il y a une façon particulière qu'a une femme qui a tenu une grande maison de regarder une personne sous la pluie. Cela n'a rien à voir avec la charité. C'est un inventaire. Alors, que voulez-vous? Et Ramila le dit. Elle ne l'avait pas prévu. Sur la route, elle avait préparé 3 ou 4 phrases sur son métier, sur son père, sur les 11 livres. Mais chaque mot était mort quelque part entre sa poitrine et sa bouche. Elle était trop fatiguée pour pouvoir être maligne. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de nourriture et d'un endroit pour me reposer, dit-elle. La pluie tombait de la gouttière derrière elle et frappait la pierre. C'est tout. Pas un emploi, pas un salaire. J'ai marché depuis Malbord et je n'ai pas mangé depuis hier matin. Donnez-moi du pain et laissez-moi m'asseoir quelque part au sec jusqu'au lever du jour. Ensuite, je repartirai et vous ne me reverrez plus. La vieille femme la regarda pendant 4 secondes. Ramila les compta sans le vouloir. 1, 2, 3, 4. Puis la chaîne fut retirée de la porte. « Entrez vous abriter » dit la vieille femme. Sa voix était celle de quelqu'un qui dépose un lourd fardeau. « Je suis Madame Quest. Essuyez vos pieds, si on peut les appeler ainsi. » La cuisine d'Oakwind était construite pour nourrir 140 personnes, et elle en nourrissait 2. Ce fut la première chose que Ramila comprit en y entrant, et cela la traversa, tout comme la chaleur. Il y avait 3 fourneaux, et un seul était allumé. Au-dessus du grand feu, où auraient dû se trouver les broches, quelqu'un avait suspendu une seule petite marmite à une chaîne. Comme une femme suspend une marmite dans une chaumière. La pièce était scrupuleusement propre. C'est ça qui faisait mal.
Quelqu'un avait continué à récurer un sol que personne ne foulait. Madame Quested coupa du pain. Elle le fit sans poser d'autres questions. Et cette absence de questions était une forme de pitié. Puis elle sortit de la graisse de cuisson, un morceau de fromage à pâte dure et une chope de petite bière. Elle se tint les mains croisées pendant que Ramila mangeait. Ramila se força à manger lentement. Elle avait appris cela en octobre. Si vous mangez vite quand vous n'avez rien mangé, votre corps vous le fait payer dans l'heure qui suit. Vous ne venez pas d'Elverton, dit enfin Madame Quested. Malbor et Devise avança. Marchez en décembre. La vieille femme le dit d'un ton neutre, comme quelqu'un qui lit un compte-rendu. Oui. La bouche de Madame Quested se pinça. Elle se tourna et ajouta du bois dans le feu, ce qui était une sorte de réponse. Quand elle se retourna, elle regardait les mains de Ramila, posées sur la table. « Vous n'êtes pas une ouvrière, dit-elle, ni une servante. Qu'êtes-vous donc ?» Ramila réfléchit à la question. C'était la première fois en 10 semaines que quelqu'un lui posait cette question précise. Elle se rendit compte qu'elle voulait y répondre correctement, et qu'elle était presque trop fatiguée pour le faire. « Je répare des livres, dit-elle. Mon père était relieur à Malbor, Joseph Penton. J'ai été son apprenti dès que j'ai pu tenir un plioir, et sa contremaîtresse pendant les 4 dernières années de sa vie, bien qu'il n'y ait eu aucun papier officiel, car il n'y a pas de papier pour une fille. » La vieille femme devint très immobile. C'était une chose si infime que Ramila faillit ne pas la remarquer. Une immobilité dans les épaules, un changement dans la posture de la tête. « Des livres, dit Madame Quested. Et vous êtes venu ici. J'ai vu une affiche dans la vitrine d'un imprimeur, dit Ramila. Elle disait qu'une bibliothèque d'Oakwend était vendue de gré à gré. 11 volumes en cuir de Russie avec les armoiries. Mon père a aidé à les fabriquer quand il était un garçon de 14 ans. J'ai pensé que j'aimerais les voir avant qu'ils ne partent. C'est une raison stupide pour marcher une demi-journée sous la pluie, je le sais. » Madame Quested s'assit. Elle s'assit lentement sur le banc d'en face. Les 2 mains à plat sur la planche récurée. Et pendant un instant, elle ne ressemblait plus à la femme qui avait dit « Nous ne voulons rien » à travers une chaîne. Elle ressemblait à une femme de 65 ans à la fin d'une très longue journée de travail. « Vous ne pouvez pas les voir, dit-elle. Ils sont partis dans le 2e lot, en septembre. Oh, il y a eu un chariot dans la cour pendant 2 jours, et je n'ai pas voulu sortir le voir. » Les mains de Madame Quested se retournèrent, paume vers le haut, puis se remirent en place. « Vous pouvez dormir dans l'office. Il y a un lit. Je ne vous mettrai pas dans les chambres des domestiques. Elles ne sont pas aérées, et je n'ai pas besoin d'un cadavre en plus de tout le reste. Merci. Vous partirez demain matin. »« Oui ? Bien, » dit Madame Quested, et aucune d'elles n'y crut. L'office d'Oakwend avait un sol en pierre et une fenêtre en verre vert et épais. Il y avait des étagères jusqu'au plafond, et presque rien dessus. 4 bocaux, un coupe-sucre, un casier de petits tiroirs aux étiquettes devenues grises. Il y avait une légère odeur de clous de girofle et de vieilles lavandes. De telles pièces sentent cela pour toujours, peu importe combien de temps elles restent vides. Ramila s'allongea sur le lit de camp, tout habillée, sa cape sur elle et son rouleau d'outils contre sa poitrine. Elle ne s'endormit pas tout de suite. Elle avait atteint ce stade de fatigue où le sommeil se tient à distance et vous observe. Elle resta allongée à écouter la maison. C'est là qu'elle apprit la vérité sur Oakwend. Et elle l'apprit comme on apprend la plupart des vraies choses, c'est-à-dire par accident et dans le noir. Une maison habitée fait du bruit. Les planchers craquent en refroidissant. Une porte quelque part s'ajuste dans son cadre. Les pas de quelqu'un traversent le plafond de quelqu'un d'autre. Oakwend ne faisait qu'un seul bruit, et il le fit toute la nuit. C'était de l'eau. Pas la pluie sur le toit. De l'eau à l'intérieur. Un goutte-à-goutte patient et inégal. Très loin, à travers 2 portes fermées et un couloir. Avec la terrible régularité d'une chose qui dure depuis des années. Ramila resta dans le noir, la mâchoire serrée. Elle écoutait une maison se noyer tranquillement à son autre extrémité. Elle se leva avant le jour. C'était une habitude, et c'était aussi qu'elle ne pouvait plus rester allongée. Madame Quested était dans la cuisine avec une bougie, s'occupant du feu. Elle leva les yeux, ne dit rien sur le départ du matin, et posa la bouilloire là où elle allait bouillir. « Ce goutte à goutte, dit Ramila. L'aile ouest. Depuis combien de temps ? 3 hivers, dit Madame Quested. Une partie du plomb s'est détachée pendant la tempête de l'année 12. Il n'y avait pas d'argent pour la remettre. Et ça coule dans la grande salle depuis.
La grande salle étant la bibliothèque. La grande salle étant la bibliothèque. Ramila posa sa tasse. Puis-je la voir? Non, dit Madame Quested. Puis après un moment, d'une voix différente, la porte est la 4e à gauche dans le couloir de pierre. Je n'ai pas réussi à tourner la clé dedans depuis 2 ans, alors elle n'est pas fermée à clé. Il y a des gens dans ce monde qui ne peuvent pas vous donner une chose, et qui peuvent seulement vous dire où elle se trouve. Ramila parcourut le couloir de pierre en chaussettes, avec une bougie. Elle compta les portes, et posa la main sur la 4e. Elle s'ouvrit. La bibliothèque d'Oakwend mesurait 110 pieds de long. Elle avait 8 fenêtres d'un côté, des étagères du sol à la corniche sur les 3 autres, et un plafond en berceau qui avait été peint en bleu pâle. La bougie lui en montra environ 1/5, et ce qu'elle lui montra, elle ne l'oublia jamais. À l'extrémité, le plafond s'était effondré. Pas tombé d'un coup, mais effondré lentement. Il s'était d'abord affaissé, puis fendu. Un grand pan de latte et de plâtre pendait de la poutre comme une voile déchirée. La lumière grise du jour passait par le trou dans le plomb au-dessus. La pluie passait avec la lumière du jour. Sous le trou, le plancher était devenu mou. Les planches étaient noires, gonflées, et se soulevaient aux extrémités. Des 2 côtés de cette ruine, du sol aux corniches, se trouvaient les livres. 3000 d'entre eux, peut-être plus. Elle leva la bougie et marcha lentement le long de la grande salle. Elle les déchiffra comme une autre femme aurait déchiffré des visages. Les travées du fond étaient mortes. Elle le sut avant même de les toucher. Le cuir mouillé prend une couleur particulière, une pruine comme sur une prune, et le papier mouillé gondole, si bien que les 4 bords gonflent. Les volumes ne peuvent être sortis sans être déchirés. Des étagères entières avaient fusionné en blocs gris uniques. Quand elle posa 2 doigts contre l'un d'eux, il céda comme du pain. Les travées du milieu étaient malades mais vivantes, et les travées proches, celles qui étaient sèches près de la porte, avaient des vides. Elle s'arrêta quand elle vit les vides et resta parfaitement immobile. Il n'y a pas de spectacle au monde comme une étagère qui a été pillée. Un incendie prend tout. Une inondation prend tout à une extrémité. Mais un homme qui vend sa bibliothèque prend les bons et laisse le reste. Et l'étagère continue de ressembler à une étagère jusqu'à ce qu'on la lise. 4. Pris dans la série des histoires du comté. Chaque un quarto de valeur dans la 3e travée. Une longue étendue de planches vides, là où quelque chose de long et d'assorti s'était tenu. 11 d'entre eux, avec la poussière derrière eux, conservant encore la forme nette de leur absence. Ramila tendit la main et toucha l'endroit vide où les 11 livres avaient été. « Eh bien, dit-elle, sa voix était très petite dans cette grande pièce. Derrière elle, à l'extrémité humide, le goutte à goutte continuait, encore et encore. Elle ne retourna pas à la cuisine. Ce fut la 2e décision. Et contrairement à la première, elle lui prit à peu près le temps qu'il faut pour poser une bougie. Elle enleva sa cape et l'accrocha à la poignée de la porte. Elle retroussa ses manches jusqu'au coude. Et elle commença, sans la permission de personne, à retirer les livres malades des étagères du milieu. Elle les posa sur le sol sec près des fenêtres, ouverts sur leurs gouttières, en rang, comme une compagnie en ordre de bataille. Elle en avait 40 debout quand la porte s'ouvrit derrière elle. Elle ne l'entendit pas s'ouvrir. Elle entendit plutôt le changement dans la pièce. Le goutte à goutte à l'extrémité devenant soudainement creux, comme un son le devient quand une autre porte a été ajoutée à l'air. Ramila se retourna avec un in-folio humide dans les bras. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte, son chapeau à la main et la pluie encore sur ses épaules. Il était grand et mince, d'une manière qui n'a rien à voir avec la carrure. Ses cheveux étaient châtain cendré, coupés par quelqu'un qui s'en fichait et qui avait repoussé depuis. Ses yeux étaient d'un brun clair et chaud, la couleur de la bière tenue devant une fenêtre. Il aurait pu avoir 35 ans. Ce n'était pas le cas. Il y avait de la boue jusqu'aux genoux de ses bottes et un bon manteau sur le dos. Un manteau qui avait été un très bon manteau environ 4 ans plus tôt. Il regarda les rangées de livres ouverts sur le sol. Il les regarda jusqu'à ce que Ramila, qui n'était pas facilement effrayée, sente l'infolio devenir lourd dans ses bras. « Qui êtes-vous » dit-il. Ce n'était pas formulé comme une question. Sa voix était basse et plate, et il ne s'en servait que très peu. « Ramila Penton, monsieur. »« Vous êtes dans ma bibliothèque. Pourquoi ?» Elle était une femme sans place, debout dans la maison d'un duc, avec sa propriété dans les bras. Il existait tout un vocabulaire pour ce moment.
entièrement composé d'excuses. Elle n'en utilisa aucun, parce que dans environ 3 semaines, le gel arrivera, dit-elle. Chacun de ces livres qui est trempé gèlera. La glace ouvre le papier le long du grain, et après cela, personne sur cette terre ne peut les réparer. Ni moi, ni personne. Ils ne seront plus que de la pulpe avec un titre sur le dos. L'homme dans l'embrasure de la porte ne bougea pas. Ils sont posés sur le sol, dit-il. Ils sont posés sur la partie sèche du sol, ouverts sur la gouttière, dans le courant d'air entre la porte et la 4e fenêtre. Ce n'est pas un dommage, monsieur. C'est la seule chose dans cette pièce qui leur fait du bien. Elle entendit sa propre voix se durcir et ne put l'arrêter. Les dégâts ont été causés par 3 hivers de plomb à ciel ouvert. Je suis ici depuis 6 heures. J'ai compté 400 volumes irrécupérables et environ 900 qui survivront si quelqu'un s'en occupe ce mois-ci. Quelque chose se passa sur son visage alors. C'était très petit. Ce n'était pas un adoucissement. Il traversa la pièce sur toute sa longueur, passa devant elle jusqu'à l'extrémité humide où le plafond pendait. Il se tint sous le trou et leva les yeux vers le ciel gris, à travers son propre toit. La pluie tombait sur ses épaules, et il ne semblait pas le remarquer. Puis il revint et s'arrêta devant elle. De près, la fatigue en lui n'était pas de la fatigue. Ramila avait déjà vu la fatigue. C'était le visage d'un homme qui était éveillé de part en part, à chaque heure, et ce depuis des années. Comme un nerf est éveillé dans une dent malade. Peuvent-ils être sauvés? Dit-il. Environ 900 si le travail commence maintenant. Peut-être 200 de plus si j'ai de la chance et que le gel est tardif. Elle leva le menton. Les 400 à cette extrémité sont morts, et j'en suis désolé. Je ne vous dirai pas le contraire pour vous faire plaisir. Non, dit-il. Vous ne le feriez pas. Il y eut un silence. À l'extrémité, le goutte à goutte continuait. Vous ne m'avez rien demandé, dit-il enfin. J'ai demandé du pain à votre cuisinière hier soir, et elle me l'a donné. Je lui en suis reconnaissante. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ramila déplaça l'in-folio dans ses bras. Son dos lui faisait mal, et ses mains étaient noires jusqu'aux poignets. Elle était consciente d'avoir parlé à un duc comme elle aurait parlé à un charretier qui avait laissé une cargaison se mouiller. Non, convint-elle, ce n'est pas le cas. Il remit son chapeau. 1 semaine, dit-il, et il sortit. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pendant que nous nous reposons un instant, il y a quelque chose dont je voulais vous parler. Pendant des années, vous m'avez demandé une histoire plus longue. Alors j'en ai écrit une. 3 romans complets. Une famille, 26 ans. Une promesse, la trilogie La promesse du duc, par Gary Paton. Et comme beaucoup d'entre vous écoutent au lieu de lire, les livres audio complets sont inclus. Plus de 24 heures avec cette même voix que vous écoutez en ce moment. Vous pouvez l'obtenir en exclusivité sur le site timelesslovebooks.com. Et si vous regardez sur votre télévision, il vous suffit de pointer l'appareil photo de votre téléphone vers le code. Maintenant, installez-vous confortablement. Notre histoire nous attend. 1 semaine. Ramila se tenait au milieu de la grande salle, l'in-folio toujours dans les bras, et calcula ce que valait 1 semaine. En 1 semaine, elle pouvait descendre les travées du milieu des étagères et les mettre debout. En 1 semaine, elle ne pouvait pas réparer un seul livre. La réparation, c'est ce que l'on fait après le travail. Le travail, c'est le séchage. Et le séchage ne peut être accéléré par aucune puissance sur Terre. Elle alla à la cuisine à 2 heures parce que ses mains avaient commencé à trembler. Madame Quested lui jeta un regard et posa une assiette devant elle sans un mot. Puis elle s'assit en face, croisa les bras sur la table et dit « Eh bien, vous avez rencontré sa grâce. »« Oui, il m'a donné 1 semaine. » Les sourcils de Madame Quested se haussèrent d'un demi-pouce. « Ça, dit-elle, c'est le plus long discours que sa grâce ait fait dans cette maison depuis le 10 octobre. » Et c'est ainsi, devant cette assiette, que Ramila Penton apprit les contours de l'endroit où elle était entrée. Son nom était Richard, 5e duc d'Elmray, et il avait 31 ans. Il était parti pour la péninsule au printemps de l'année 9. Un jeune homme de 25 ans qui n'avait jamais quitté l'Angleterre. Il était rentré une fois en 7 ans, pour 10 jours, et était reparti. Il avait été à Waterloo en juin, et en octobre, il avait vendu sa commission et était rentré pour de bon. Il y avait une jeune dame, dit Madame Quested, de la voix plate d'une femme faisant une liste. Mademoiselle Yateley, c'était son nom. C'était arrangé entre les familles avant son départ.
bien que ça n'ait jamais été dans les journaux. Elle a attendu 3 ans, ce qui était plus long que la plupart, puis elle a épousé Sir George Talton et est allée vivre à Ashburton avec 3000 livres par an. Parle-t-il d'elle? Il ne parle de rien. Madame Quested poussa une croûte de pain dans son assiette. Quand la lettre de Douvres est arrivée, j'ai sorti le linge, je l'ai fait aérer et je l'ai mis sur les lits de la façade est. Thomas Milhomme l'a ramené de la barrière de péage dans la vieille voiture rongée par les mythes. Il est entré dans ce hall à 9 heures du soir. Il s'est tenu au milieu. Il a regardé les escaliers comme un homme regarde une rivière qu'on lui a dit de traverser. Et puis il est sorti aux écuries, et il a dormi dans la sellerie toutes les nuits depuis, sur un lit de camp avec la porte grande ouverte. Je lui ai apporté son dîner là-bas sur un plateau 104 fois, et je n'ai rien dit à ce sujet, et je continuerai à ne rien dire à ce sujet jusqu'à ma mort. Ramila posa sa cuillère. Il ne dort pas dans la maison. Il ne dort pas du tout sous un plafond s'il peut l'éviter. Madame Quested se leva et retira la bouilloire du crochet. Maintenant, mangez ça et ne me regardez pas comme ça. Surtout, ne le laissez jamais vous voir le regarder comme ça. Il va partir sur les collines pour 3 jours, et je devrais envoyer Thomas après lui avec un manteau. Oakwend, l'automne de 1796. Le 3e duc d'Elmire était veuf depuis janvier. Le 2e lundi d'octobre, un chariot arriva de Malbord avec un relieur à son bord, un homme nommé Gerald, et derrière lui, sur les planches, son apprenti, un garçon de 14 ans avec de grandes mains et une mauvaise toux. Le nom du garçon était Joseph Penton. Ils restèrent 7 semaines à Oakwend. L'ordre donné à Gerald, par écrit, par l'intendant du duc, était que la bibliothèque devait être mise en ordre et la plus grande partie reliée uniformément aux frais de sa grâce avant la fête de l'Annonciation. Il y avait un 2e ordre et il n'était pas écrit. Le 3e jour, l'intendant fit ouvrir la brasserie. 2 hommes sortirent du petit cabinet à l'extrémité ouest de la grande salle, tout ce qui avait appartenu à la défunte duchesse. Ses livres, ses lettres attachées en paquets par année, son livre de recettes, les 2 étagères d'italien qu'elle avait appris seule avec une grammaire. Un paquet d'échantillons de papier de son père de Bristol, filigrané d'une couronne et de la lettre P. Le duc n'ordonna pas de tout brûler. Ce n'était pas un homme qui brûlait les choses. Brûler est un acte, et un acte peut être mentionné par la suite. Il ordonna que tout soit donné au relieur comme papier de rebut. Chaque métier a ses rebuts. Un relieur double l'intérieur de ses plats avec du papier. Et depuis 400 ans, il le fait avec n'importe quel papier mort. Des épreuves, des impressions ratées, de vieux contrats. C'est jeté 2 fois, une fois par son propriétaire et une fois dans les plats, pour ne plus jamais être revu. Gerald était un bon artisan, et il était payé à la journée. Le jeune Joseph l'écola. Il avait 14 ans. On lui disait quoi faire, et il le faisait. Et il le faisait bien, parce qu'on lui avait appris à bien faire les choses. Il rentra à Malbord à Noël, avec 3 guinées et une toux qui le tint jusqu'en mars. Il garda une feuille. Il ne le dit jamais à son maître. Il ne le dit jamais à sa femme. 40 ans plus tard, il ne l'avait toujours dit à personne. Elle reposait là où il l'avait mise. C'est tout ce qu'il fit, et ce ne fut pas assez, et ce ne fut pas rien. La semaine que Ramila reçut fut la semaine du 8 décembre. Elle commença à la première lueur du mercredi et travailla jusqu'à ce que la lumière disparaisse, puis à la bougie jusqu'à ce que Madame Quest vienne se tenir dans l'embrasure de la porte et dise le mot « lit » d'une voix qui n'attendait pas de réponse. Le jeudi, elle avait descendu toutes les 2e et 3e travées. Le vendredi, elle n'avait plus de place au sol. Alors elle fit la chose qui fit rire Thomas Milhomme aux éclats pour la première fois de l'hiver. Elle lui demanda les cordes à linge. Il avait 71 ans, un petit homme aux jambes arquées qui était à Oakwend depuis l'âge de 9 ans. Il avait la charge de 2 chevaux de carrosse qui n'avaient rien à tirer et d'un cheval de selle gris que le duc montait à toute heure. Il se tint à la porte de la grande salle, son chapeau à la main, et regarda 3000 livres et la jeune femme en tablier de toile qui voulait sa corde à linge. « Pour les livres, dit-il, pour les livres. Vous allez étendre les livres de sa grâce comme une lessive. Je vais étendre les livres de sa grâce comme une lessive, convint Ramila. Et dans 15 jours, il les aura encore, ce qui ne serait pas le cas autrement. Voulez-vous la corde, ou dois-je en tresser une avec les cordes des cloches? » Thomas Milhomme rit jusqu'à devoir s'agripper au cadre de la porte.
Puis il alla chercher 40 brasses de corde. Il l'aida à l'attacher des crochets des volets d'un côté, au plâtre de l'autre. Toute la moitié sèche de la grande salle était traversée par 9 rangées à hauteur de tête d'homme. Ils suspendirent les livres dessus, ouverts, le dos vers le haut comme des tentes. Cela leur prit 2 jours. Le deuxième jour, Madame Quested vint voir ce qu'était ce bruit, et se tint dans l'embrasure de la porte, la main sur la bouche. Et Ramila ne pouvait dire si la vieille femme riait ou l'autre chose. « On dirait une foire, dit Madame Quested. On dirait un hôpital. On dirait, dit Madame Quested, que quelqu'un est arrivé. » Le duc passa 2 fois devant la porte cette semaine-là. Ramila le sut, car les 2 fois, le goutte à goutte à l'extrémité devint creux. Il n'entra pas. Il ne parla pas. Une fois, elle leva les yeux et le vit dans le couloir, à moitié tourné, regardant le long de la grande salle les 9 lignes de livres suspendus, la lumière de l'hiver traversant leurs feuilles. Il resta là peut-être 20 secondes. Puis, elle entendit la porte de la cour et le cheval gris sortir sous l'arche au trot. Le mardi soir, la semaine était écoulée. Ramila lava sa coiffe et son col et les fit sécher près du feu de la cuisine. Elle roula ses outils et les attacha. Elle resta dans le noir et fit le calcul des routes. D'Elverton à Devizes, de Devizes à Trowbridge, où il y avait un papetier qui avait connu son père. Elle avait 9 pence. Elle entra dans la cuisine à 6 heures du matin avec sa cape et son rouleau sous le bras. Madame Quested était près du feu, le dos tourné, et elle ne se retourna pas. Et cela dit à Ramila que quelque chose allait se passer, et que Madame Quested avait décidé de ne pas le regarder. Sur la table récurée, au milieu, seule, il y avait une clé en fer. Elle était noire de vieillesse, avec un paneton comme un peigne et une étiquette en papier attachée à l'anneau avec un fil rouge. Sur l'étiquette, d'une petite écriture dure qui avait appris à écrire en sel, il y avait 3 mots. La grande salle. Ramila resta là à la regarder. Il n'y avait pas de lettre avec. Il n'y avait pas de message, pas de conditions, pas de salaire nommé, pas de place offerte. Rien du tout qu'une personne pourrait brandir devant un tribunal ou dans son propre cœur et appeler une promesse. Il y avait une clé. Elle défit sa cape, l'accrocha au clou près de la porte et ramassa la clé sur la table. « Il y a du porridge, » dit Madame Quested au feu. « Merci. La jeune Alice monte d'Elverton le jeudi. Je la voudrais aussi le lundi si vous restez. »« Je reste, » dit Ramila. Aucune d'elles ne dit autre chose à ce sujet, ni ce jour-là, ni jamais. Le 17 décembre, Madame Quested l'envoya à Elverton pour de l'huile de lampe et lui donna une 2e course sur le pas de la porte, de la manière plate dont elle donnait tout, la dernière maison avant l'enclos. Demandez Madame Hetheridge. Dites que je vous envoie et dites pourquoi. Elverton était une rue et demie de silex et de chaume dans un pli de la colline, avec une église trop grande pour elle et un étang au bord gelé. La dernière maison avant l'enclos avait un perron gratté et un laurier dans un bac. La femme qui ouvrit la porte était petite, droite, et habillée comme si elle s'attendait à être inspectée. « Vous êtes celle de la grande salle, dit-elle. Entrez et fermez derrière vous. Le vent s'engouffre. » Madame Hetheridge avait 66 ans, un visage comme un conte clos, et elle avait été gouvernante à Oakwend pendant 20 ans. Elle y était arrivée à l'été de 1789, veuve de 40 ans. Elle avait tenu les clés jusqu'en mars de l'année 9. C'est à ce moment-là que le 4e duc ferma la maison, renvoya 12 des 14 domestiques d'intérieur et partit vivre à Portman Square avec ce qui restait. Elle servit à Ramila du thé dans une tasse qui avait fait partie d'un service, s'assit très droite et dit « Demandez ». Elles y passèrent 2 heures. Ramila était venue pour l'état des conduits de cheminée et obtint l'état d'un monde. Quelle cheminée tirait et lesquelles fumaient quand le vent venait de l'est. Laquelle des 8 citernes était saine? Le fait que la grande salle avait des volets intérieurs et qu'une personne qui les fermait conserverait 4 degrés de chaleur en plus toute la nuit. Ramila le nota dans un bout de carnet avec le crayon de son père. « Vous avez une belle écriture, » dit Madame Hetheridge. « On m'a appris à lettrer les dos de livres. » La vieille femme la regarda un moment, puis elle se leva, alla à une armoire dans le coin et revint avec quelque chose enveloppé dans un linge. Elle le posa sur la table entre elles avec un petit son sec. C'était un livre de contes de maison, un in-quarto demi-relié en basane, les coins devenus blancs.
1789 à 1809, dit Madame Hetheridge. 20 ans de cette maison. Chaque pièce, ce qu'elle contient, et quand elle a été faite pour la dernière fois. Les numéros du linge, par où les souris entrent. Personne ne me l'a demandé quand je suis parti, et je n'allais pas le laisser pour servir d'allumette. Ramila pose sa main à plat sur la couverture et ne l'ouvrit pas. « Ce n'est pas à moi, dit-elle. Non, c'est à la maison. Vous êtes la seule personne dans la maison actuellement qui peut le lire et agir en conséquence. Alors il vaut mieux qu'il soit là où vous êtes. » Madame Hetheridge versa plus de thé. « Je vais vous dire la chose que vous n'avez pas demandée. Une grande maison n'est pas dirigée par le haut. Elle ne l'a jamais été. Elle est dirigée par un trousseau de clés porté par une femme, et chaque âme qui s'y trouve sait où se trouve ce trousseau à toute heure du jour. Il n'y a pas eu de trousseau à Oakwind depuis l'année 9. C'est pourquoi elle se meurt, et le toit n'est que l'excuse. Sa grâce est rentrée depuis 2 mois. Sa grâce, dit Madame Hetheridge, est rentrée depuis 2 mois et n'est pas montée au-dessus du rez-de-chaussée. Ramila ne dit rien. Et vous feriez mieux de prendre ce livre et de l'utiliser, dit Madame Hetheridge, car j'ai été une domestique de haut rang pendant 40 ans, et je reconnais une paire de mains quand j'en vois une. Tout comme votre père, sinon il n'aurait pas élevé une fille qui dit « ce n'est pas à moi » et le pense. Ramila remonta sur la colline avec l'huile de lampe dans une main. Le livre de contes était boutonné à l'intérieur de sa cape. Le froid montait du sol à travers ses bottes, et elle était plus heureuse qu'elle ne l'avait été en 3 ans. Le gel arriva le 22. Il arriva comme il arrive sur la craie, sans vent, d'un ciel comme un bol de lait. Le 2e matin, il y avait des fleurs de glace à l'intérieur de la fenêtre de l'office. La pompe dut être dégelée avec une bouilloire. Ramila y était prête depuis 15 jours. Les volets étaient fermés à 4 heures chaque après-midi. Les livres se tenaient en rang au milieu du sol, cartonnés et pesés, avec de la toile de sac posée dessus la nuit. Elle avait 2 braseros à charbon allumés, posés sur des tuiles et surveillés comme des enfants. Car un brasero dans une bibliothèque est une chose que l'on surveille ou que l'on regrette. Elle sortit regarder le ciel à minuit, parce qu'une personne qui a la charge de quelque chose ne dort pas bien. L'écurie était blanche et bleue et sans un bruit. Le duc était assis sur le montoir près de l'arche, le dos contre le pilier et son manteau boutonné jusqu'au cou, ne faisant absolument rien. Ramila s'arrêta. Elle pensa à rentrer. Elle y pensa juste assez longtemps pour comprendre qu'il l'avait déjà vu. Rentrer serait une sorte de déclaration. Elle n'avait pas marché depuis Malbord pour faire des déclarations. Elle s'approcha et se tint un peu à l'écart. « Il fait 12 degrés de gel, dit-elle. À peu près. Vous allez vous faire du mal. J'ai un manteau. La pompe aussi, dit Ramila. Et elle a gelé. Il y eut une pause. Puis un son sortit de lui qui n'était pas un rire, bien qu'il fût de la même famille. Un souffle court par le nez. Il se déplaça d'environ 1 pied sur le montoir, ce qui était soit une invitation, soit rien. Elle s'assit sur la pierre froide à l'autre bout. Ils regardèrent la cour. Il y avait une lanterne dans l'embrasure de la sellerie, et la porte était ouverte. À l'intérieur, elle pouvait voir le coin d'un lit de camp et une couverture pliée, aussi nette que dans une caserne. Les braseros sont surveillés. Elle dit que Milhomme reste avec eux jusqu'à 2 heures, et que je prends la relève. Je sais. Vraiment? Je suis debout. Il le dit comme un homme énonce un fait sur la météo. Ramila regarda le côté de son visage à la lumière de la lanterne, le creux sous la pommette et la façon dont il tenait sa mâchoire. Elle ne dit pas la chose qu'elle voulait dire, qui était pourquoi. Elle ne dit pas non plus la 2e chose, qui était entrée. Au lieu de cela, elle posa la question qu'elle portait depuis 15 jours. Pourquoi le plomb n'est-il pas réparé? Pas d'argent. Il y a beaucoup de terre en substitution. Je ne peux pas vendre un acre, ni couper un bâton de bois. Mon grand-père s'en est assuré en l'an 3, ayant une piètre opinion de ses héritiers, et ayant raison. Alors les loyers sont de 1000 livres par an, et sont engagés par quoi? Il tourna la tête et la regarda. C'était la première fois qu'il la regardait vraiment, et elle le sentit comme on sent une porte s'ouvrir dans un mur que l'on croyait solide. Ses yeux à la lumière de la lanterne avaient la couleur de la bière tenue devant une fenêtre, et il n'y avait rien de froid en eux. Il y avait quelque chose de bien pire que le froid. Il y avait un homme qui décidait très soigneusement quelle part d'une réponse vraie il pouvait se permettre de donner. « Par un arrangement de ma part, dit-il. » Puis il se leva, dit bonne nuit, entra dans la sellerie et laissa la porte ouverte,
comme il le faisait chaque nuit de cet hiver, de sorte que le gel entrait sur lui pendant qu'il dormait. Oakend, le novembre de 1796. Ils installèrent l'établi à coller dans la brasserie, et pendant 5 semaines, le jeune Joseph Penton s'y tint de 7 heures du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Son travail consistait en carton, en colle et en la longue et superficielle déchirure de papier de rebut en bande. La règle de Gerald était la règle de tout le métier. Déchirer à travers la feuille, jamais le long, pour que la bande reste plate et ne se courbe pas. Le rebut sortait des paniers dans le coin, dans l'ordre où une main le trouvait. Il y avait une écriture de femme sur une grande partie. C'était une écriture claire et droite, pas une écriture de dame comme on l'enseignait alors. C'était une écriture de comptable, carrée et lisible. L'écriture de quelqu'un fait pour écrire de manière à ce qu'un commis puisse la lire de l'autre côté d'un bureau. Le garçon savait lire. Sa mère s'en était assurée. Il lisait en déchirant, car un garçon de 14 ans à un établi pendant 5 semaines lira n'importe quoi, y compris le mur. Il lut 4 lignes sur un poirier qui était venu de Bristol, emballé dans de la mousse. Il lut une recette d'eau d'orge pour un enfant malade. Il lut une liste de 19 familles de la paroisse avec ce que chacune avait eu à Noël, écrite de cette main carrée avec les sommes ajoutées en marge. Il lut la moitié d'une lettre qui commençait par « Ma chère sœur, ils sont très gentils avec moi ici, et j'apprends à être tranquille. » Puis il la déchira en travers, la colla et plaça le carton dans la presse. Le dégel arriva la 2e semaine de janvier. Il vint avec un vent doux et gris du sud-ouest qui remit l'odeur de la terre dans l'air. Ramila se tint dans la cour le 9 et la respira, et sentit toute la forme du travail changer sous elle. L'humidité est une saison. Le gel est une urgence. L'urgence était terminée, et ce qui restait était la longue et ordinaire tâche de sauver ce qui pouvait être sauvé. Une chose qui se fait livre par livre, et que personne ne regarde. À ce moment-là, elle avait un établi. Il se trouvait dans la 3e baie de fenêtre de la grande salle, sur des tréteaux que Thomas Milhomme avait fabriqués avec un râtelier cassé. Dessus, il y avait les outils de son père, disposés dans l'ordre où il les avait disposés pendant 40 ans. 2 plioirs en os, l'un d'eux usé à la forme de son pouce. Le couteau à parer, le petit marteau à tête de laiton pour l'endossure, une plaque de verre pour la colle. Ses propres mains étaient le dernier outil et le meilleur, et elle le savait. Elle commença le 12 avec un in-quarto de sermon, parce que c'était la chose la moins précieuse de la pièce. C'est la discipline. On ne commence pas par le trésor. On commence par la chose que l'on peut se permettre d'abîmer, jusqu'à ce que ses mains se souviennent de la manière particulière dont l'humidité de cette maison a pris le dessus. Elle coupa l'ancienne couture et souleva les plats, et les plats se détachèrent, gonflés et fendus le long du grain, comme un livre de pâte feuilletée. Elle retourna le plat de devant sur l'établi. La garde collée se soulevait dans le coin. Cela arrive avec l'eau. Elle prit le plat du plioir en os et travailla dessous, et la souleva comme on soulève une croûte d'une chose qui guérit, lentement, avec toute son attention. Dessous, il y avait de l'écriture. Ramila devint complètement immobile. Sous la garde collée, la face intérieure du plat avait été doublée de 2 couches de rebut pour compenser la traction du cuir, et le rebut était un manuscrit, pas imprimé, un manuscrit d'une main carrée et droite, encre brune, déchirée en travers, de sorte que les lignes s'arrêtaient au bord, dans le vide. Elle lut ce qu'il y avait à lire, debout, ses cheveux se défaisant. Une ligne s'arrêtait à la déchirure, à des 9 familles de Wen Bottom, le plus jeune enfant chez les Obley. La suivante se cassait à « ne s'en portera pas bien », et je l'ai dit 2 fois. Puis plus bas, et le papier de mon père ce qu'il penserait d'elle. Et enfin, tout au bord, mais je ne dois pas écrire à Bristol plus d'une fois par. Elle s'assit très brusquement sur le tabouret. Le vieux sentiment remonta en elle, celui de l'atelier. C'était le sentiment d'avoir 9 ans, de regarder le visage de son père alors qu'il retournait un plat. Quelqu'un d'autre s'est tenu ici avant vous, au même endroit, faisant la même chose, il y a longtemps. Elle se leva et tint le plat à la fenêtre. Il y avait un filigrane dans la bande de rebut. Elle avait su qu'il y en aurait un, parce que le papier était bon, et le bon papier est signé. Elle tourna le plat jusqu'à ce que la lumière traverse ce qu'il en restait, et la marque se détacha, sombre contre le ciel gris de janvier. Une couronne, et sous la couronne, la lettre P.
Elle connaissait cette marque. Tout enfant de relieur de sa génération la connaissait. Penard de Bristol, papetier, dont le stock avait été le meilleur papier à lettres anglais au sud de la Trent pendant 30 ans, et qui avait fait faillite en l'an 6. Ramila posa le plat sur l'établi et se tint les deux mains à plat de chaque côté. Puis elle alla chercher le deuxième plat et souleva aussi sa garde collée. Et il y en avait plus. Elle ne s'arrêta qu'à la nuit tombée. Au moment où Madame Quested arriva dans le couloir avec une bougie, il y avait 4 plats sur l'établi avec leur doublure soulevée, et Ramila écrivait dans le carnet d'une main qui n'était pas tout à fait la sienne. Elle n'avait pas allumé de lampe. Elle travaillait à la dernière lueur du jour, comme une femme qui a oublié qu'une chose telle que la nuit existe. « Vous allez vous abîmer les yeux », dit Madame Quested. Madame Quested, qui était la duchesse d'Elmire? La bougie dans l'embrasure de la porte ne bougea pas. Il y en a eu 4. Celle qui écrivait comme un clerc, dit Ramila. Celle dont le père fabriquait du papier à Bristol. Celle dont les lettres ont été données à un relieur comme rebut, déchirées en travers et collées dans les plats des livres qui se trouvent sur ses étagères. Le silence dura longtemps. « Vous feriez mieux d'apporter ça, dit enfin Madame Quested, et de venir dans la cuisine où il fait chaud, et je vous dirai son nom. Je suis venue ici comme cuisinière en l'an 91, et je ne l'ai pas entendu prononcer à voix haute dans cette maison depuis l'octobre où ils ont sorti ses affaires à la brasserie. Je ne suis pas sûr de pouvoir supporter de l'entendre en étant debout. Son nom était Abigail. Elle était née Abigail Pinard à Bristol en l'an 54, fille unique du papetier. Elle épousa le 3e duc d'Elmre à l'été de 82 comme sa seconde épouse, quand il voulait 40 000 livres et que son père voulait un blason sur son portail. Aucun d'eux n'obtint tout à fait ce qu'il avait négocié. Son père mourut avant que les armoiries ne soient accordées. Son mari obtint une femme qui tenait les comptes. Son fils adulte de la première duchesse obtint une belle-mère de 9 ans son aîné. Et aucune famille en Angleterre n'a jamais pardonné cela à une femme. Elle n'était pas belle et elle n'était pas sotte, dit Madame Quested. Elle est venue dans ma cuisine la première semaine et a demandé ce que la maison dépensait en bougies. Je le lui ai dit. Elle a dit que c'était trop, et elle avait raison. Comment était-elle? Simple dans sa tenue, polie avec tout le monde, pas aimée. Par qui? Par quiconque avait été habitué à la maison avant elle. Madame Quested tourna sa tasse sur la table. Elle allait dans les chaumières. Elle tenait elle-même la liste des pauvres, de sa propre main, parce qu'elle disait « Une liste tenue par un intendant est une liste de ce que l'intendant souhaite que vous donniez. » Il y avait des gens dans cette paroisse qui seraient allés au feu pour elle. Et il y avait des gens dans cette maison qui ne l'ont jamais appelée autrement que sa grâce, d'une certaine voix. Et elle est morte en janvier 96, d'une fièvre, assez rapidement, à 41 ans. La bouche de la vieille femme bougea. Et en octobre, il ne restait plus rien d'elle dans cette maison au-dessus du sol. Et à Noël, il n'y avait plus un seul domestique qui prononcerait son nom. Et il n'y en a pas eu depuis. C'est tout. Personne n'a rien fait de méchant. Ils ont seulement arrêté. Oakend, le janvier de 1797. Le travail se poursuivit dans la nouvelle année, et ce fut un travail long et minutieux, et il fut correctement payé. Au milieu de celui-ci, le 3e duc entra dans la grande salle avec son fils. Son fils avait alors 38 ans et serait le 4e duc. Ils parcoururent ensemble la longueur des étagères. Le duc portait un canif. Il n'était pas pressé. Il prenait un volume qui était entré dans la maison en l'an 82, l'ouvrait et regardait un instant la page de garde où une femme avait écrit son nom d'une main carrée et droite. Puis il découpait la feuille près de la couture, laissant un talon d'environ 1/4 de pouce. Il en fit 61 cet après-midi-là. Son fils tint les livres pour la première douzaine, puis ne voulut plus en tenir. Et le duc fit venir sa fille de la salle d'études. L'intendant se tenait au bout de la pièce, les mains derrière le dos, et regardait le parc par la fenêtre. Ensuite, le petit cabinet à l'extrémité ouest, qui avait été le sien, fut vidé. L'embrasure de la porte fut murée et tapissée. À la fête de l'Annonciation, il n'y avait plus de porte du tout. Seulement un endroit peu profond dans le mur où une personne avertie aurait pu dire que le plâtre semblait plus récent. Rien ne fut brûlé. Tout fut utilisé. Ramila trouva les talons le 16 janvier parce qu'elle les cherchait. 61 livres. Elle les lista tous. Puis elle apporta un plat et une liste dans la cour de l'écurie à 4 heures de l'après-midi, sous la pluie. Elle se tint à la porte de la sellerie,
jusqu'à ce que le duc d'Elmre lève les yeux de la bride qu'il réparait. « Votre grâce. Je veux 10 minutes. » Il posa la bride. Il n'y avait pas de manière douce de le faire, et une manière douce aurait de toute façon été une sorte de mensonge. Elle posa le plat sur l'établi sous la fenêtre, la garde collée soulevée, et recula pour le laisser regarder. « C'est l'intérieur d'un livre, dit-il. C'est l'intérieur d'un de vos livres. La doublure en dessous est un manuscrit déchiré en travers, et dans les 4 plats que j'ai ouverts, il y a des morceaux d'au moins 9 documents différents de la même main. » Elle garda sa voix aussi plate que possible. « La main appartient à Abigail, duchesse d'Elmre, votre grand-mère. Le papier est le papier de son père, et il porte sa marque, et je peux le prouver, parce que chaque enfant de relieur de l'ouest de l'Angleterre connaît cette marque. » La pluie tombait sur le toit de la sellerie. Richard ne toucha pas le plat. Il posa les 2 mains sur le bord de l'établi et resta à le regarder. Ramila le vit devenir parfaitement immobile, comme elle l'avait vu une fois auparavant à la porte de la grande salle. Dites le reste. En octobre 96, tout ce qui avait été à elle fut transporté à la brasserie et donné à un relieur comme rebut. Livres, lettres, reçus. Sa liste des pauvres. Ce ne fut pas jeté au feu. Ce fut déchiré en bandes et collé dans les plats des livres qui remplacèrent les siens, et cela se trouve sur ses étagères depuis. Elle déglutit. En janvier suivant, quelqu'un a parcouru les travées proches avec un canif et a découpé 61 pages de garde où elle avait écrit son nom. Les talons sont toujours dans les livres. Je les ai listés, volumes, étagères, et la longueur du talon dans chacun. Qui les a coupés? Je ne sais pas, dit Ramila, ce qui était vrai, et ce qu'elle avait décidé en traversant la cour. Il leva les yeux vers elle alors, et elle comprit qu'il savait qu'elle mentait, et qu'il n'allait pas le dire, et que c'était la première chose sur laquelle il s'était jamais mis d'accord. J'avais 11 ans quand elle est morte. Il regardait toujours le plat. Elle sentait l'encre. Tout le monde dans cette maison sentait le parfum, et elle sentait l'encre, et je pensais que c'était parce qu'elle était roturière. On me l'avait dit. Sa mâchoire se contracta une fois. Elle m'a donné 1 shilling pour mon anniversaire et m'a dit de le dépenser pour quelque chose de complètement inutile. Et je l'ai dépensé pour un sifflet en bois. Et mon père a repris le sifflet. Il s'arrêta. Ramila se tenait dans l'embrasure de la porte, la pluie tombant des avant-toits derrière elle, et ne dit pas un mot. Il y a des moments où la chose la plus gentille qu'une personne puisse faire est d'être un mur qui ne répond pas. « Combien de plats y a-t-il » dit-il enfin. « Dans toute la bibliothèque restante, 3000 et quelques. Reliés dans cette maison à cette époque par ce relieur en un travail d'hiver, et tous de la même main, environ 410. Combien de temps faudrait-il pour ouvrir 410 plats correctement, soulever les doublures entières, les aplatir, les trier, et remonter les livres pour qu'ils soient des livres et non un tas, en travaillant seul? Elle avait fait ce calcul à 3 heures du matin. 2 ans. Vous avez jusqu'au 11 avril, dit le duc d'Elmire. Lady Bramford arriva le 3 février sans y être invitée, dans une chaise de poste louée avec une femme de chambre et une malle. Elle avait 33 ans. La fille d'Abigail, demi-sœur du 4e duc, tante de Richard, et veuve de Sir Peter Bramford de Yakam. Son douaire de 600 livres par an provenait des loyers d'Oakend, et c'était les 3/4 de tout ce qu'elle possédait au monde. Elle arriva à midi. À 2 heures, elle avait parcouru tout le rez-de-chaussée avec ses gants, et à 4 heures, elle avait trouvé Ramila dans la grande salle avec un plat soulevé dans les mains. « Vous êtes la jeune personne, dit-elle. Je suis Ramila Penton, madame. Oui, c'est ce que j'ai dit. » Lady Bramford regarda le long de la pièce les lignes de livres en train de sécher, les tréteaux, les rangées sur le sol, la toile de sac. Son visage ne changea pas du tout. « Je crois comprendre que vous dormez dans l'office. »« C'est exact. Et que vous prenez vos repas à la cuisine, et que vous vous promenez dans cette maison à toute heure. Vous n'êtes pas une servante, vous n'êtes pas une invitée, vous n'avez aucune référence d'un employeur et aucune famille dans un rayon de 40 paroisses. » Elle retira un gant, doigt par doigt. « Vous devez comprendre que ce n'est pas possible. Il n'y avait pas de colère là-dedans. » C'est la chose que Ramila remarqua et n'oublia pas. Lady Bramford parlait comme une femme lit une liste d'arrêts sur une route de diligence. « Sa grâce sait comment je suis arrivé ici. » Ramila dit. Sa grâce a été en guerre pendant 7 ans et ne sait pas comment les choses se font. Ce n'est pas une faute de sa part. C'est ce qui arrive. Lady Bramford se tourna. « Venez au petit salon à 6 heures, et nous réglerons cela aimablement. »
Le petit salon d'Oakland avait un feu pour la première fois depuis l'année 9, parce que Lady Bramfit en avait ordonné un, et Alice avait monté le charbon. Elle fit rester Ramila debout. Elle ne le fit pas cruellement. Elle n'y pensa tout simplement pas. Et c'est pire. Ramila se tint sur le tapis de foyer, les mains croisées devant son tablier, pendant un quart d'heure. 20 livres, dit Lady Bramfit. Madame, 20 livres et une référence de ma propre main, qui vous obtiendra une place dans n'importe quelle maison du Wiltshire, et le transport payé jusqu'où vous voudrez. Je ne vous mets pas à la rue. C'est vrai, dit Ramila. Alors prenez-les. Non, merci madame. Le feu bougea. La main de Lady Bramfit alla une fois à l'accoudoir de son fauteuil et se stabilisa. Vous imaginez qu'il y a quelque chose ici pour vous, dit-elle. Il n'y en a pas. Il se mariera d'ici 2 ans parce qu'il le doit, et la femme qu'il épousera apportera de l'argent. Le jour où elle entrera dans cette maison, elle demandera « Qui est la jeune personne dans la bibliothèque ?» Il y aura un silence, et puis vous partirez. D'ici là, vous aurez 25 ans, avec un nom qui vous est attaché, et aucune référence au monde ne répare cela. Je ne vais pas discuter de l'avenir avec vous, dit Ramila. Je ne le connais pas, et vous non plus. Je vais vous dire ce que je fais, et ensuite vous pourrez faire ce que vous jugerez bon. Elle sortit le plat de la poche de son tablier et le posa sur la petite table près du feu, la doublure soulevée. Lady Bramfit ne le regarda pas. Ramila s'attendait à de la surprise, à une question, ou à la voix froide et agréable qui continuait. Ce qu'elle obtint, c'est une femme assise très droite dans un fauteuil, les yeux fixés sur le feu, refusant de toute la force de son corps de tourner la tête de 6 pouces vers la gauche. « C'est la main de votre mère, » dit Ramila. « Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des morceaux d'elle dans 410 plats de cette maison. Des lettres. Sa liste des pauvres pour la paroisse, avec les 9 familles de Wen Bottom, et les sommes ajoutées en marge de sa propre main. Elle la tenait elle-même parce qu'elle disait « Une liste tenue par un intendant est une liste de ce que l'intendant souhaite que vous donniez. » La voix de Ramila avait commencé à trembler, et elle la laissa faire. « J'ai ouvert 31 plats. Je vais ouvrir le reste. Votre neveu m'a donné jusqu'au 11 avril, et je ne sais pas pourquoi, et je n'ai pas demandé, parce que si je demande, il pourrait dire une chose qu'il ne pourra pas reprendre. Arrêtez. Quand ce sera fait, il y aura peut-être 600 morceaux d'elle, et aucun d'eux ne sera une page entière, et ils ne feront pas une vie, mais ils en feront assez pour qu'une personne puisse s'asseoir et lire pendant 1 heure et savoir ce qu'elle pensait du prix des bougies et du plus jeune enfant des Oublets. Elle s'arrêta. C'est tout ce que je fais, madame. Je n'épouse personne. Je reconstitue une femme à partir de l'intérieur de ses propres meubles. Lady Bramfit tourna la tête et regarda le plat. Elle le regarda et continua de le regarder. Quand elle parla, sa voix avait perdu environ 10 ans et toute sa contenance. « J'avais 13 ans, dit-elle. Oui, je tenais les livres pour lui. Mon frère les a tenus pour une 12aine, puis n'a plus voulu en tenir. Alors mon père m'a fait venir de la salle d'études, et je suis descendu et je les ai tenus. 61. Ses mains étaient à plat sur ses genoux. Il a dit que c'était une gentillesse. Il a dit que nous ne devrions pas laisser son nom traîner dans la maison pour que les domestiques en parlent. Je ne pensais pas que c'était une gentillesse. Je l'ai pensé et je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit depuis 19 ans. Maintenant, vous êtes arrivé de la route avec une paire de bottes cassées et vous m'avez fait le dire dans le salon de ma propre famille. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Soyez rapide. Je suis la seule personne en vie qui se souvient où elle gardait les choses. Lady Bramfit se leva. Son menton se releva avec elle, et la contenance revint sur son visage comme un couvercle. Vous ne dormirez pas dans l'office après ce soir. Ce n'est pas décent et ça fait jaser. Il y a 9 chambres au 2e étage et vous aurez celle au bout du passage ouest. Alice l'aérera demain et vous viendrez dîner à l'heure convenable comme une femme chrétienne. Madame, je n'ai pas fini. Elle était à la porte. Vous n'avez pas de référence, et c'est une chose réelle, et ça ne disparaîtra pas parce que vous êtes utile. Donc dimanche, vous entrerez dans l'église d'Elverton, à mon bras devant 60 personnes, et je vous appellerai la bibliothécaire de mon neveu, d'une voix qui porte. Elle le fit aussi. Le mardi, c'était connu dans toute la paroisse, ce qui était le but recherché. Les clés arrivèrent 15 jours plus tard. Il n'y eut pas de cérémonie. Ramila descendit à 6 heures un lundi matin, au début de mars. Le trousseau était sur la table de la cuisine, où la clé en fer avait été en décembre.
Madame Quested avait de nouveau le dos tourné. 22 clés sur un anneau de fer avec un crochet pour la ceinture. L'office, les armoires à linge, la salle de l'argenterie, qui ne contenait rien, les caves, la brasserie, les passages nord et sud, le grenier à graines, la salle des archives, la grande salle. Sous le trousseau se trouvait une demi-feuille de papier pliée une fois. Si l'on doit vous reprocher de diriger cette maison, autant que ce soit vrai. Ramila se tenait dans la cuisine froide, tenant 22 clés. Elle constata qu'elle ne les voyait pas très bien. Elle les posa et alla à la fenêtre jusqu'à ce que ça passe. Une gouvernante à la clé de la salle des archives et une gouvernante élevée dans un métier entre dans une salle des archives et regarde les papiers. Ramila le fit le 20 mars, dans l'intention de trouver les comptes du toit. Elle trouva 3 reçus de M. Rackham, libraire de Holborn, pour des lots de livres retirés d'Oakwend en mars, juin et septembre. En dessous se trouvait un mémorandum pour que le reste de la bibliothèque soit emporté le 11 avril. Plié en 4 sous les reçus, se trouvait une liste d'une petite écriture dure, 11 noms. En face de chaque nom, une paroisse, un âge et une somme. 14 livres par an, 11 livres, 9 livres et 10 shillings. Au bas, les trimestres étaient tracés et cochés. Saint-Michel, Noël, Annonciation. En face de l'Annonciation, qui était dans 5 jours, il n'y avait aucune coche. Elle resta dans cette petite pièce froide avec le papier à la main jusqu'à ce que ses doigts s'engourdissent. Puis elle alla le trouver dans la grande salle. Il avait pris l'habitude de venir là vers 9 heures du soir pour se tenir à l'extrémité, sous le plafond en ruine, et ne pas lire. « 11 noms, dit-elle. Il regarda la liste dans sa main et ne fit pas semblant. « Oui, ce ne sont pas des locataires. 2 d'entre eux sont à Chelmsford. 1 est dans le Cumberland. Non, ce ne sont pas des locataires. Alors que sont-ils? » Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il le fit, il le dit aux étagères, de la voix neutre d'un homme qui sait répéter une chose 1000 fois et jamais une seule fois à voix haute. En novembre de l'année 12, nous sommes revenus de Burgos sous la pluie. La route au-dessus de Torquemada était devenue de la soupe, et les canons s'enfonçaient jusqu'à les cieux. J'avais 2 chariots de commissariat à ma charge avec 19 hommes malades dedans. Les chevaux ne pouvaient pas tirer les 2. Il s'arrêta et continua. Alors j'ai fait décharger les chariots. Les hommes ont été mis au bord de la route sous le peu d'abri qu'il y avait, avec un caporal et une promesse. Nous avons avancé les canons. C'était le bon ordre. Je le donnerai à nouveau demain. Et aucun soldat vivant ne dirait le contraire. Et ce n'est pas la question. Et ça ne l'a jamais été. Combien? Dit Ramila. 8 sont revenus. 11 ne sont pas revenus. La pluie se déplaçait le long du toit de la grande salle. Il ne se retourna pas. Leurs arriérés n'ont jamais été payés. Les comptes ont été perdus avec les chariots. Quand je suis rentré, je suis allé trouver où les 11 avaient appartenu. 9 veuves, une mère, une sœur boiteuse. Elles ont leur argent par trimestre, de ma propre main, par le transporteur, sans lettre et sans nom. Au moment où il y a un nom, ça devient une vertu. Ce n'est pas une vertu, c'est une dette. Et la bibliothèque la paye. La bibliothèque est la seule chose dans cette maison que je peux vendre, dit le duc d'Elmire. Tout le reste est en substitution pour un garçon qui n'est pas encore né. Ramila posa la liste sur le rebord de la fenêtre très soigneusement. Elle mit ses mains sur son visage un moment et les retira. Vous saviez. Sa voix sortit neutre et cela lui coûta quelque chose. En janvier, quand je vous ai apporté le plat, chacun de ces plats devait sortir par la porte le 11 avril. Vous m'avez donné jusqu'au 11 avril et vous ne m'avez pas dit pourquoi. Oui, pourquoi pas? Parce que vous auriez arrêté, dit-il. Et je voulais que vous continuiez. Je n'ai pas fait beaucoup de choses dont j'ai honte depuis que je suis rentré. C'en est une. Elle se tenait dans le froid, le plafond en ruine suspendu au-dessus d'eux. Elle était plus en colère qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Sous la colère, dans le même souffle, elle était plus calme, parce qu'elle avait compris toute la forme de la chose d'un coup. « Alors nous n'allons pas discuter, dit-elle. Nous allons faire de l'arithmétique. Monsieur Rackham de Holborn avait estimé la bibliothèque restante à 310 livres, sans l'avoir, comme stock humide. Ramila lui écrivit elle-même le 21 mars et ne demanda la permission de personne. Elle lui dit qui elle était et de qui elle était la fille et lui fit une offre en termes commerciaux, comme son père l'aurait faite. 406 volumes.
chacun ouvert, séché, recousu là où la couture avait lâché, les plats refaits, les 11 plus beaux, entièrement reliés de ses propres mains. Livraison le 11 avril pour son inspection. Elle signa Air Penton pour la bibliothèque d'Oakwind. Puis elle travailla pendant 19 jours. Elle avait Alice aux planches à aplatir et Thomas Milum à la presse. Madame Quested faisait de la colle dans le chaudron en cuivre de l'office. Lady Bramfit, qui n'enleva pas une seule fois ses gants, lisait à haute voix les cotes des étagères d'une voix dure et claire depuis l'autre bout. Les doublures remontaient par centaines. Certaines avaient la taille d'une main, d'autres étaient une seule ligne déchirée. Elles étaient posées entre des feuilles de buvard, pesées, triées par la forme de la déchirure et inscrites sur une liste. Il y avait 641 pièces. Monsieur Rackham vint le 11 avril et il resta dans la grande salle pendant 2 heures et 20 minutes. Il avait 60 ans, était chauve et très poli, et il manipulait les livres comme un homme manipule son propre enfant. Il ne dit rien du tout pendant la première heure. Puis il posa le 11e des volumes reliés, enleva ses lunettes et regarda Ramila Penton par-dessus. « Qui vous a appris la reliure à la française? »« Mon père, Joseph Penton de Kingsbury Street. »« Je lui ai acheté des livres en l'an 9, dit M. Rackham. Il était honnête, et il sous-facturait, ce qui est le même péché que le vol, sauf que ça retombe sur votre propre famille. » Il remit ses lunettes. « 580 livres, votre grâce, ce n'est pas de la charité, et je ne me laisserai pas marchander à la hausse ou à la baisse. Je pourrais en obtenir 700 à Londres, et j'ai l'intention de le faire. » Derrière lui, Lady Bramfit fit un petit bruit et le transforma en tout. Puis elle s'avança vers la longue table où les 641 pièces reposaient sous verre et sous poids, en rangée. Elle posa sur le coin un petit carré de papier, bruni sur les bords avec un pli au milieu dû à un long pliage. C'était une page de garde coupée près de la couture. Dessus, d'une main carrée et droite, Abigail, duchesse d'Elmer. Son livre, Oakwind, 1783. 61, dit Lady Bramfit à personne. Il en a coupé 62. J'ai mis mon pied sur celui-là, et je suis resté dessus jusqu'à ce qu'il sorte. Il est dans ma boîte à ouvrage depuis que j'ai 13 ans, et je ne vais pas m'expliquer à qui que ce soit dans cette pièce. Personne ne le lui demanda. Monsieur Rackham resta pour le dîner parce que Madame Quested avait fait rôtir une oie forte de 580 livres. À 9 heures, il trouva Ramila dans le couloir et lui fit l'offre. Sa propre relieuse à Holborn, contre-maîtresse, 30 shillings par semaine, une chambre au-dessus de la boutique, et son nom sur la carte de visite d'ici 2 ans. C'était à la lettre ce qu'elle avait demandé au monde en décembre, et bien plus encore. Dès la nourriture, un endroit pour se reposer, du travail, et une porte avec une serrure qui était la sienne. Puis-je avoir jusqu'à demain matin? Vous pouvez avoir jusqu'à la Saint-Michel, dit M. Rackham, et je vous voudrais toujours. Elle n'eut pas besoin d'attendre le matin. Elle sortit dans la cour de l'écurie. Il était sur le montoir dans le noir, comme il l'avait été la nuit du gel. Il faisait doux maintenant, et quelque part dans le parc, une grive continuait de chanter dans la dernière lueur du jour. Ramila ne s'assit pas. Elle se tint devant lui et parla la première, parce qu'elle n'allait pas laisser cette affaire être réglée par un homme par gratitude. « Monsieur Rackham m'a offert une place à Londres, 30 shillings et une chambre. Je vais dire non. Je veux que vous entendiez pourquoi avant de dire un seul mot, parce que si vous parlez le premier, je ne serai jamais certaine. » Il se leva du montoir. « En décembre, j'ai demandé de la nourriture et un endroit pour me reposer. » Elle dit, « Je pensais que c'était tout ce dont une personne a besoin. Ce n'est pas le cas. J'ai découvert dans cette maison ce qu'est le reste. C'est d'être voulu pour la chose que l'on sait vraiment faire. » Sa voix n'était pas stable, et elle continua quand même. « Je ne veux pas d'une chambre au-dessus d'une boutique à Holborn. Je veux la grande salle avec le toit dessus. Je veux la finir, elle. Je veux être ici dans 10 ans pour voir si la 3e travée a bougé, parce que personne d'autre en Angleterre ne saura regarder. » Elle prit une profonde inspiration. « Et je veux l'homme qui a laissé une clé sur une table de cuisine en décembre, au lieu de dire quoi que ce soit. Il ne se faisait pas confiance pour le dire. Il avait raison. Il le dit tous les jours depuis, avec du fer, du papier et un trou dans un toit. » Il y eut un silence dans la cour. « Ramila, dit le duc d'Elmire. » C'était la première fois, et elle constata qu'elle devait poser sa main sur le pilier de l'arche.
Je n'ai rien à vous offrir qui ne soit en substitution, hypothéqué ou plein de trous. Il dit, je dors dehors. Je dois de l'argent à 11 familles jusqu'à ma mort. Le comté dira que j'ai épousé ma gouvernante. Ce n'est pas une offre. Non, convint-il. Ceci en est une. Restez. Épousez-moi. Pas pour la bibliothèque. Il n'était pas tout à fait stable non plus. Je veux vous le demander depuis le matin où vous avez étendu 900 livres sur ma corde à linge. Je ne l'ai pas demandé parce que je n'avais rien, et je viens de comprendre que j'ai laissé l'arrangement d'un homme mort décider de ce que j'ai le droit de vouloir. Oui, dit Ramila Penton. Il mit quelque chose dans sa main. C'était froid et petit, et elle dut l'amener à la lanterne pour le voir. Une vieille clé, Foon, avec une étiquette en papier de la main de l'intendant, datée de l'Annonciation, 1797. Cabinet, extrémité ouest de la grande salle. Pas de porte. Elle est dans la salle des archives depuis 19 ans, dit-il. Il n'y a pas de porte pour elle. J'ai envoyé chercher un maçon à Malbord. Il vient jeudi. Ils ouvrirent le mur le 18 avril. Derrière le plâtre se trouvait une pièce de 8 pieds sur 10, avec une fenêtre condamnée, une table, une chaise, et sur la table une bouteille en grès d'encre séchée dans le goulot. Rien d'autre. Ils avaient été minutieux. Ils se marièrent dans l'église d'Elverton, le 11 juin 1816, avec Madame Quested, Thomas Milome et la jeune Alice au deuxième banc, et Lady Bramfit au premier, portant des gants. Il dormit sous un plafond pour la première fois le 9 août. Il ne réussit pas à le refaire avant octobre. Au printemps suivant, il y parvenait la plupart des nuits, ce qui est le rythme honnête auquel de telles choses se réparent. Tout ne fut pas réparé. Le plomb fut remis sur les 2 tiers de la grande salle, et le dernier tiers attendit 3 ans de plus pour l'argent. Les 400 volumes noyés ne furent jamais refaits en livres. Ils se trouvent encore aujourd'hui sur l'étagère du bas de la travée ouest, gonflés et impossibles à ouvrir, avec leurs titres toujours lisibles sur leur dos. Leur maîtresse ne voulut pas qu'on les sorte de la maison qui les avait tués. 11 familles recevaient toujours leur argent trimestriel. L'une des 11 ne vécut pas pour voir la 3e année, et sa fille le reçoit maintenant. Il n'y a aucun arrangement dans ce monde qui rende un homme à sa mère. Mais le cabinet à l'extrémité ouest a une porte, et la porte a une clé, et la clé est accrochée à un trousseau à la taille d'une duchesse, avec 22 autres. À l'intérieur, dans des plateaux peu profonds, reposent 641 pièces d'une femme qui fut jetée. En mars 1818, un imprimeur de Malbord tira 140 exemplaires d'un petit livre sous couverture de papier bleu. Il s'intitulait « Les feuilles d'Oakwind », étant ce qui reste des écrits d'Abigail, duchesse d'Elmire, récupérés des plats des livres de son mari. Il se vendit 3 shillings, et chaque shilling alla à la liste des pauvres de la paroisse qu'elle avait tenue de sa propre main. Cette liste est toujours tenue de cette main. La 5e duchesse copie les entrées, et son mari ajoute les sommes en marge et se trompe. Monsieur Rackham prit 30 exemplaires et les vendit en 1 semaine. Il écrivit pour le dire et ajouta au bas de la lettre qu'il n'avait jamais, en 40 ans, lu un livre si manifestement l'œuvre de 2 femmes et d'un canif. Et un mardi après-midi d'avril de cette année-là, une affiche fut apposée dans la vitrine d'un imprimeur de la grande rue de Malbord pour l'annoncer. Une femme s'arrêta pour la lire à travers la vitre. Elle avait 25 ans, portait une belle pelisse grise, avec une voiture qui attendait plus haut dans la rue et un trousseau de gouvernante sous sa cape. La vitre était embuée en bas, là où le garçon de l'imprimeur avait soufflé dessus. Alors elle dut se pencher un peu pour lire les plus petits caractères. En se penchant, sa capuche tomba en arrière, et la pluie d'avril lui glissa dans le cou, et elle ne le remarqua pas du tout. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et permettre que ces histoires restent gratuites pour tous, ma nouvelle trilogie, La promesse du duc, est maintenant disponible. Plus de 600 pages et plus de 24 heures de narration avec cette même voix, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Elle vous attend sur le site timelesslovebooks.com. Et si vous regardez sur votre télévision, il vous suffit de pointer l'appareil photo de votre téléphone vers le code. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Comme toujours, merci d'être là.